Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette émission. Des transports fortement perturbés cette semaine, les cheminots et hier les taxis ont fait grève, refus de la réforme ferroviaire pour les uns, opposition au règlement des VTC pour les autres. Les dirigeants de TPE et PME ont pu rencontrer des responsables de grands groupes aujourd'hui. Le but, nouer des relations commerciales localement. Dans le dossier de la semaine, nous retrouverons les aventures d'Axel et Maria, deux entrepreneurs guyancourtois. Ça y est, le brasseur et la gérante de la crêperie ont lancé leur activité. Et puis dans l'entretien, nous parlerons du club FACE, la fondation Agir contre l'exclusion fête ses 15 ans. Nous retrouverons le président et le directeur. Bonsoir. Également une personne suivie par cette fondation. On vous retrouve dans un instant, mais place avant cela aux informations économiques de la semaine. Les taxis européens étaient en grève ce mercredi pour protester contre la concurrence jugée déloyale des VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur, des VTC qui utiliseraient les mêmes codes que les chauffeurs de taxi sans en avoir les droits. Quelle est la réalité chiffrée de ces VTC? Alors dans les Yvelines par exemple, ils ont fait leur apparition depuis 2009, on compterait 170 entreprises inscrites à la Chambre des métiers des Yvelines, à comparer aux 670 chauffeurs de taxi déclarés. Cette concurrence importante inquiète la profession qui constate une diminution des appels aux taxis yvelinois. La situation économique déjà aujourd'hui n'est pas propice. Donc oui, on voit apparaître qu'effectivement les usagers, les sociétés qui travaillent avec les chauffeurs de taxi, font de moins en moins appel aux chauffeurs de taxi. Et on est de plus en plus inquiet, puisqu'on voit apparaître aussi ces véhicules de tourisme avec chauffeur sur des zones telles que Versailles, Saint-Quentin. Autre constat dressé par la profession, le nombre de candidats aux licences de taxi en très forte diminution. En 2 ans, ce nombre est passé de 90 à moins de 30. Une licence de taxi coûte en moyenne 115 000 € pour le département des Yvelines et jusqu'à 160 000 € pour le secteur de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puis toujours dans le secteur des transports, 48% des cheminots ont entamé hier une grève reconductible. Encore aujourd'hui, 2 RER sur 3 sont supprimés. L'objet de leur colère, la réforme ferroviaire qui prévoit de regrouper la SNCF et Réseau Ferré de France. Les deux groupes seraient organisés en 3 établissements publics, l'une chapeautant les 2 autres. Les syndicats estiment que cette modification ne baissera pas la dette actuelle de 50 milliards d'euros et craignent que les économies s'effectuent sur la masse salariale. Un sujet plus réjouissant maintenant, l'ouverture de la Coupe du Monde ce soir à 22 h. Un paraplégique donnera le coup d'envoi grâce à un exosquelette fabriqué dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine. La société BIA y travaille depuis avril 2013. Elle emploie 80 personnes et est spécialisée dans la robotique humanoïde. Il s'agit d'une première mondiale. Une personne handicapée des membres inférieurs va pouvoir commander la machine par sa seule pensée. Comment faire des affaires avec de grands groupes lorsqu'on est une petite entreprise? Les entrepreneurs ont pu obtenir quelques éléments de réponse au forum business de proximité organisé aujourd'hui à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Des images de Sébastien Combe. Ce jeudi, près de 130 personnes, des directeurs ou salariés de TPE et PME sont venus rencontrer des responsables de grands groupes. L'objectif, favoriser le business de proximité, autrement dit, permettre aux petites structures de toucher les géants yvelinois comme EDF, Orange ou le Crédit Agricole. Nous avons une préoccupation à travers le développement de nos activités d'essayer de développer le commerce localement. C'est-à-dire que dans certains cas, on sera amené à privilégier une entreprise qui est implantée localement, qui travaillera pour nous. EDF, à l'initiative de cette rencontre, exerce en un sens sa mission de service public. Mais les grands groupes trouvent également un intérêt à travailler avec des TPE. Chez Orange, on parle de pépites d'innovation. Aujourd'hui, ils présentaient aux dirigeants leur procédure d'achat. Groupe Orange est quand même une grande maison qui parfois paraît compliquée. Donc il y a un portail fournisseur qui permet de simplifier. Orange collabore déjà avec 72 entreprises de l'agglomération pour un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. À la fin de ce forum, les dirigeants des 3 groupes présents ont rencontré individuellement leurs potentiels futurs fournisseurs, un moyen de dépasser les obstacles habituels. Ce qui bloque, c'est l'histoire de taille. C'est généralement les gros travaillent avec les gros et les petits récupèrent un peu les miettes. Je pourrais arriver à contacter pour, par exemple, des cadeaux d'entreprises qui sont valorisants pour leurs clients. Éviter les intermédiaires, connaître les bonnes procédures, ces dirigeants ont aujourd'hui quelques clés pour élargir leur clientèle.
Les communes se préparent pour accueillir la réforme des rythmes scolaires et l'heure est aujourd'hui au recrutement des animateurs qui prendront en charge les fameux TAP, temps d'activité périscolaire. Et les besoins sont importants dans les villes. À Montigny-le-Bretonneux, un forum de recrutement est organisé ce samedi matin à l'hôtel de ville. Les personnes de plus de 18 ans qui seraient intéressées doivent venir munies d'un CV. Les explications avec Suzanne Blanc, l'élu chargée du scolaire. Le but, compléter l'équipe actuelle d'animateurs. On en a un peu plus d'une centaine et donc là, on va essayer de recruter une petite trentaine. De toute façon, il faut BAFA ou en cours de préparation du BAFA. Et au-delà de ça, si bien évidemment certains ont des compétences particulières, elles seront les bienvenues. Nos temps périéducatifs seront donc de 2 fois par semaine, 1h30. Il nous faudrait des personnes à temps complet, puis quelques personnes volantes, entre guillemets. Voilà, donc voilà le type de profil qui est recherché. Les communes se plaignent de charges de plus en plus importantes, à commencer par le Fonds de solidarité Île-de-France, un fonds versé par les communes dites riches aux communes plus pauvres. Exemple à Guyancourt, jusqu'en 2011, la ville était exonérée de ce fonds. Depuis, le mode de calcul a été modifié. La ville a versé 1,3 million d'euros en 2012, 2 millions en 2013 et aurait dû payer 2,7 millions en 2014, soit 3% de son budget total. C'était sans compter le recours déposé par la ville devant le tribunal administratif relayé par le Conseil constitutionnel. Il vient d'invalider le plafonnement de certaines communes contributrices. Vous aviez des communes qui étaient contributrices mais qui étaient plafonnées, c'est-à-dire on limitait ce qu'elles pouvaient verser. Quand d'autres étaient nouvellement contributrices, c'était le cas de Guyancourt, et devaient participer mais sans plafonnement. C'est donc une injustice formidable. Le Conseil constitutionnel a donné raison à Guyancourt. Il a indiqué que ce principe de plafonnement était anticonstitutionnel et qu'il devait être abrogé au 1er janvier 2015. C'est donc une belle victoire. Dans la mesure où le plafonnement sera levé pour des communes protégées, ça veut dire que Guyancourt versera des centaines de milliers d'euros en moins. Donc c'est très important. Et durant cet entretien, nous allons revenir sur les actions du club FAS. La fondation fête son 15e anniversaire. Pour cette occasion, nous recevons sur ce plateau son président, Gauthier Pratt. Bonsoir. Bonsoir. Son directeur, Mohamed Monsouri. Bonsoir. Et à vos côtés, 2 personnes qui pourront nous donner des retours d'expérience sur les actions justement menées par cette fondation. Patricia Ageron. Et face à vous, Gérald Gerstenberger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gauthier Pratt, donc le club FAS a été créé en 1999. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objet de cette création? Pourquoi, en fait? Alors voilà, en 99, c'est le début de l'aventure. La Casquille, à l'époque, qui s'appelait le SAN, mais a lancé un plan local pour l'insertion et l'emploi, dont l'objet était de rapprocher de l'emploi les plus éloignés. Et tout ça afin de coordonner les actions des acteurs publics. Et par rapport à ça, la brique supplémentaire pour arriver en fin de parcours et rejoindre les entreprises, c'est à cette occasion que le club, on a vu un réel besoin et que le club FAS a été créé. Donc c'est le club qui permet de mettre en relation les entreprises avec les publics les plus démunis afin d'assurer un retour à l'emploi, lutter contre l'exclusion. C'était il y a 15 ans et la Casquille nous a bien aidés dans cette création et nous accompagne toujours au jour le jour. Et l'action continue donc aujourd'hui. Alors vous agissez autour de 3 axes. Alors Mohamed Monsouri peut-être, lesquels sont-ils? Alors en fait le principe d'action du Club FAS, comme l'a dit effectivement le président Gauthier Pratt, c'est de pouvoir fédérer, accompagner le monde économique, que ce soit des petites entreprises, des PME ou des grands groupes, autour d'actions à caractère social et sociétal. Et en fait le club d'entreprise se veut avant tout un espace de réflexion, d'échange, d'innovation et d'action. Et on développe 4 champs d'action. On a un premier champ qui est l'école. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir favoriser la découverte du monde professionnel auprès des établissements scolaires du territoire avec l'association d'entreprises partenaires. Alors là, ça peut être par exemple des découvertes d'entreprises. Également, vous avez comme action classe en entreprise. Voilà, donc l'idée effectivement de toutes ces actions-là, c'est de pouvoir favoriser cette rencontre entre l'entreprise et puis les écoles. Donc on a effectivement par exemple développé l'année dernière, donc ça a été une première sur le département des Yvelines, classe en entreprise, qui a permis à une vingtaine d'élèves d'être immergés dans les locaux d'une entreprise partenaire. Et pendant 3 jours, les cours étaient co-animés, préparés entre des binômes enseignants professionnels de l'entreprise. Un deuxième axe d'intervention du club qui est l'emploi.
C'est effectivement une priorité aujourd'hui. Donc là, l'objectif premier, c'est de pouvoir favoriser l'accès, le retour à l'emploi. Donc on a différentes actions qui le permettent, mais toujours avec cette idée de favoriser cette rencontre entre les entreprises et puis les publics qui nous sont orientés par nos différents partenaires. Donc on a une action phare au sein du club qui est le parrainage, qui symbolise parfaitement l'objet du club, qui permet en fait à un demandeur d'emploi d'être accompagné dans sa démarche par un professionnel en activité. Et donc le professionnel en activité de l'entreprise partenaire va pouvoir conseiller et accompagner le demandeur d'emploi dans ses démarches de recherche d'emploi. Donc les rendez-vous ont lieu dans les locaux de l'entreprise. Et donc là, ça prend la forme de conseils, d'accompagnement qui vont permettre à la personne effectivement d'avancer dans sa démarche de recherche d'emploi. Un autre axe d'intervention développé par le club, ce sont des ateliers interentreprises, des échanges interentreprises entre les entreprises du territoire autour de sujets en lien avec les questions d'égalité et puis de RSE d'une manière générale. Donc là, effectivement, on va pouvoir favoriser cette rencontre entre les entreprises pour pouvoir aussi accompagner ces entreprises dans la mise en place d'actions très concrètes et très pragmatiques à partir de leurs besoins. Alors justement, donc sur ces actions pour l'emploi, vous en avez bénéficié, vous avez bénéficié d'ateliers? Oui, tout à fait. J'ai bénéficié de plusieurs ateliers, donc pour la technique de recherche d'emploi, pour améliorer sa communication. On peut participer aussi à des entretiens fictifs, donc qui nous permettent de bien nous présenter les problématiques des recruteurs. J'ai participé aussi au parrainage, donc ça a permis aussi d'étendre un peu mon réseau professionnel. Et d'avoir des conseils aussi avec Claire Chaptal, donc, qui est gérante d'une société et qui est partenaire avec le Club Face. Ça permet aussi d'avoir une démarche toujours active et de garder confiance dans ces moments un peu difficiles où on perd un peu confiance par moment, avec l'inactivité qu'on a à ce moment-là, quoi. Alors ce regain de confiance, d'ailleurs, vous a permis de retrouver un poste aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, les conseils de Claire Chaptal et puis la confiance qu'a maintenue Clarisse Gors, que m'a permis de maintenir Clarisse Gors. Ça m'a permis de toujours garder confiance et d'aller sur les bons domaines, les domaines pour lesquels j'étais préparé. Alors Patricia Ageron, vous avez également bénéficié d'ateliers, cette fois en fait surtout en accompagnement pour les 45 ans et plus. Donc c'est aussi la lutte contre les discriminations dont vous parliez Mohamed Mansouri. De la même façon, en quoi ça a consisté et qu'est-ce que ça vous a permis? En fait, moi, j'ai découvert FAS par le biais de la Cité des métiers. C'était lors d'une journée où on a passé ensemble. C'était valoriser ses compétences pour les plus de 45, enfin les 45 et plus, pardon. Et c'est là qu'en fait, on a eu un contact, on a passé une journée ensemble. Ça m'a permis vraiment de redéfinir mon profil depuis le début, puisque j'ai fait beaucoup de choses, et de pouvoir vraiment cibler après pour l'avenir ce que je voulais faire. Par la suite, j'ai participé également à un congrès sur les seniors, l'emploi pour les seniors. Et à ce jour, moi, je suis accompagnée par Clarisse Gors, qui... vous voyez tous les 15 jours. Exactement. Pour vous épauler dans votre recherche. Et là, j'ai 2 ateliers de prévus pour le suivi de l'entretien et puis simulation d'entretien. Donc ça vous pousse finalement à aller de l'avant. Exactement. Et à me remettre en question et à évoluer aussi et avoir vraiment un soutien professionnel. J'en suis très contente. Alors combien finalement de personnes vous avez suivies durant ces 15 ans, comme Gérald ou Patricia par exemple? Depuis 15 ans, c'est environ 3000 scolaires qui ont été sensibilisés, c'est 1000 retours vers l'emploi, c'est aussi 50 actions déployées. Donc vraiment, on est dans du chiffre significatif et l'année dernière, c'était plus de 50 personnes qui ont eu un retour durable vers l'emploi. Alors, taux de retour à l'emploi de 60%. Voilà. On est un peu pris par le temps. Votre carburant, finalement, c'est votre réseau d'entreprises. C'est les entreprises qui parrainent, voilà. Qui participent, qui accueillent les scolaires, par exemple. Combien d'entreprises font partie de votre réseau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 100 entreprises. 100 entreprises qui nous font confiance, qui nous accompagnent. Et donc, ces entreprises qui permettent de favoriser l'approche et de monter ces ateliers avec Mohamed et toute l'équipe de permanents que je salue ici, puisqu'ils font un travail absolument remarquable. Et aussi un appel aux entreprises, puisque plus nous serons, meilleure notre action pourra être. L'appel est donc lancé aux entreprises qui seraient intéressées. Les coordonnées ça s'affiche normalement sur l'écran. Voilà. N'hésitez pas donc du coup à vous tourner pour grossir ce réseau. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. On passe tout de suite au dossier de la semaine.
Poursuivons depuis octobre de Guyancourtois dans leur projet d'entreprise. Axel lance sa brasserie locale. Maria ouvre une crêperie. Dans le dernier épisode, leur prêt avait été débloqué. De quoi lancer pleinement leur activité, comme vous allez le voir, dans ce reportage réalisé avec Élodie Moine, Jonathan Villeman et Romain Ruspini. Axel vient de réceptionner son matériel de brasserie, un matériel professionnel qui va lui permettre de produire en quantité industrielle. Mais le problème, c'est que les cuves et armoires électriques sont posées à même le sol dans ce container. Pas évident pour les transporter dans son local. Et mes cuves, là, elles sont pas sur palette. Ouais. Tu connais un moyen pratique ou vraiment à la force des bras Sur palette. On va remettre sur palette. Combien qu'elle pèse 200 kilos. T'es fou, toi. 200 kilos, on va pas l'aider, ou alors il faut aller chercher une monde dans la zone. Première opération, monter les cuves sur des palettes. Tu veux venir m'aider, Nathan? Ouais, on va l'emmener. Ouais. Allez. Allez. Encore un peu, c'est bon. Avec un peu d'aide, la première cuve est chargée, mais il faut maintenant la descendre. Heureusement, un voisin lui a proposé de l'aider en amenant un chariot élévateur. L'opération n'est pas aisée. Doucement. Vas-y, parce que là, je suis au ras de la palette. Vas-y. Voilà, chacun tient. Doucement. Vas-y. Vas-y, doucement. Descends tout doucement. Nickel. Attends, pour arriver à la poignée. Stop. Petit à petit, Axel et ses renforts arrivent à descendre le matériel, mais pour la plus grosse des cuves, c'est un peu la panique. Recule doucement et fais gaffe parce que je suis en équilibre. Attention, il y a... Non, mais c'est pas ça, je dis ça, mais je dis rien, mais si j'ai peur... Tu peux descendre. C'est bon. Celle-là, c'était comique. Vas-y, descends. Opération réussie, le plus gros est fait, notre jeune brasseur commence à se détendre. Heureusement qu'ils sont tous là, parce que sinon, je pense qu'à 2, à 3, on aurait galéré. Ça aurait été très compliqué. Ils ont tous un robinet dans leur local avec de la bière à volonté. De son côté, Maria a bien avancé, les travaux sont finis et la crêperie a officiellement ouvert ses portes fin mars. Mais le premier soir, les débuts ont été difficiles. La panique, la grosse panique. On n'avait pas assez d'électricité en fait, on n'avait que 20 ampères. Donc ce qui veut dire qu'on allume pratiquement rien. On n'utilise pas la plombe, on ne fait rien. Et on n'avait pas de carte bleue, donc on ne pouvait pas accepter les cartes bleues. On n'avait pas de fond de caisse. Les crêpières, elles n'étaient pas les bonnes. Donc ça a été un peu panique. Heureusement, le vendredi, ce sont des connaissances qui sont venues et qui étaient bien tolérantes, bien agréables, etc. Donc ça, c'était bien. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la crêperie, mais il faudra encore une semaine avant de finaliser les réglages. Pour le moment, il propose encore une carte simplifiée. C'est poubelle, il faut que je la mette là-haut. C'est bien rigolo. Enfin, c'est beaucoup de tracas, surtout. En terrasse, les premiers clients découvrent les recettes de ce tout nouveau restaurant. On vient souvent ici dans le centre pour manger le midi. Donc on fait un peu tous les restos du coin. Donc vu que celui-là il vient d'ouvrir, on s'est dit tiens on va tester. Et puis voilà, tout se passe bien. Donc on reviendra certainement. Ouais. Comme eux, Axel est venu découvrir les lieux. Salut. Ça va? Ouais. Ça va. Merci. Magnifique chez toi. Merci. C'est la première fois qu'il découvre le restaurant depuis son ouverture. Et pour lui, l'aventure entrepreneuriale de Maria est sur la bonne voie. On attend son ouverture depuis quelques mois déjà. Et là, je suis très content de venir découvrir le restaurant, la cuisine. Parce que les crêpes sont très bonnes. Et puis de voir l'ambiance, de voir les travaux finis. C'est vraiment super. Et on se régale. Donc il faut venir. Début juin, nous retournons dans le local du brasseur. Son matériel est maintenant en place. Là, on a mis tout en place et donc on les a mis dans le local. Et après, on a fait tout ce qui est plomberie et électricité pour le mettre en service. Et aujourd'hui, enfin, on fait le premier brassage. On va faire la première cuvée de la bière 5U avec ce nouveau matériel.
Fini la cuisine dans des bassines chauffées sur des chauffe-paella. Axel va pouvoir entamer sa production de bière de manière professionnelle. Malheureusement, il a pris du retard, des pièces manquaient et il a fallu courir à travers les Yvelines pour les acheter. Mais cette installation va permettre de multiplier les rendements de manière considérable, comme par exemple pour moudre le grain, première étape de la production. Avant c'était à la perceuse, avant je faisais 20 kg de grains. Je mettais une petite demi-heure. Là, hier, j'ai moulu 130 kg de grains en 10 minutes. 10 minutes, c'est juste le temps de mettre les sacs. Voilà, ça coule tout seul. C'est vraiment assez magique. Monsieur Bou l'aide à comprendre ces nouvelles machines, mais parfois, la barrière de la langue complique les choses. Ok. Et toi? No? Yeah? Yeah? Hein? Ok, yo. Ok. Ah. Non, moi je fais au grain sec. Hein. Quand les gestes ne suffisent pas, Monsieur Bou fait appel à son traducteur. Ah, ok. Pour ce tableau qui commande les températures des cuves, il a également fallu s'adapter. Vous pouvez voir, il y a tout qui est écrit en chinois. Donc du coup, on a pas mal discuté. Moi, j'ai mis pas mal de post-it pour traduire. Et après, non, c'est relativement... Enfin, moi, j'avais déjà travaillé sur du matériel comme ça, donc les fonctions, je les connaissais. Après, c'est juste retrouver quel bouton fait quoi et les petites spécificités, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Autre difficulté, ce matériel, moins cher qu'un système européen, ne possède pas toutes les finitions. Pour retirer le mou, Axel doit improviser avec un seau, mais il ne regrette pas son achat d'un point de vue financier. L'achat du matériel, le faire venir et le ramener ici, j'en ai pour 30 000 €, un petit peu plus. Et après, il y a eu des frais pour l'installation, donc l'électricité, il y a eu de l'antigel qu'il fallait acheter, il y a eu aussi son billet d'avion, des trucs comme ça. J'en ai pour 5 000 – 6 000 € en plus. J'avais pas budgété autant, donc du coup, ça m'a fait un peu la surprise. Mais par rapport à du matériel du Belge, j'ai quand même économisé plus de la moitié du prix. Pour le moment, Axel a déjà vendu 1500 litres de sa bière de printemps, des ventes qui lui ont permis de rembourser son ancien matériel et de commencer doucement à rentrer dans ses frais. J'arrive à payer le loyer sur les ventes. C'est bien. Après, il y a quand même des frais autour, donc je continue encore à perdre un peu d'argent, mais j'en perds beaucoup moins. Aujourd'hui, il est presque en rupture de stock, mais avec ses cuves de 1000 litres, d'ici 5 semaines, il pourra grossir son offre et améliorer sa bière. Il y a une phase dans le brassage que je ne pouvais pas faire avant qui s'appelle la garde froide. On fait dans les fermenteurs, on baisse la température de la bière à 2-3 degrés pendant au moins 2 semaines. Pendant cette phase-là, en fait, il y a un gros travail sur les goûts qui se fait, un équilibrage des goûts. Moi, je ne pouvais pas la faire avant parce que je n'ai pas de chambre froide, je n'ai pas de congélateur assez grand. Donc maintenant, je vais pouvoir le faire et du coup, la bière va gagner en qualité, en plus de monter en quantité. D'ici cet été, les consommateurs pourront découvrir sa nouvelle recette. Et de date dans cet agenda, nous vous parlions dans l'entretien du Club FAS. La Fondation organise mardi 17 juin un atelier pour les 45 ans et plus sur le thème valoriser une offre de compétences. De 9h30 à 12h30, une matinée pour aider les seniors à valoriser leur expérience professionnelle en fonction des besoins des entreprises. Inscrivez-vous auprès de la Cité des Métiers à Trappes. Et un autre rendez-vous à la Cité des Métiers, un débat avec des chefs d'entreprise vous est proposé le jeudi 19 juin de 14h à 17h pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent discuter avec des dirigeants de PME pour trouver une solution de retour vers l'emploi. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée.